Le grand soir avec, comme toujours, l'actu de la semaine revue au travers du prisme de la communication. Avec nous ce soir Anne-Claire Ruel, qui est prof de com politique. Bonsoir Anne-Claire. Bonsoir. Et Nicolas Boudot, associé au cabinet de com Tilder. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Julien. Alors évidemment, le premier coup de com', c'est François Hollande. Le retour, il a parlé ce matin pendant une grosse heure, sur la thématique du terrorisme. Il a terminé par une formule vibrante, une formule qui ressemble presque à un discours de campagne. Écoutez. Nous sommes la France, mesdames et messieurs, nous sommes la France, et je vous l'assure, la démocratie est notre arme et notre âme, et c'est ainsi que nous vaincrons le terrorisme. Vive la République et vive la France! Nous sommes la France. La France, mot le plus utilisé lors de ce discours. On a compté, figurez-vous, quels étaient les mots-clés de cette intervention. Et c'est donc le mot France qui est en tête largement, avec 47 citations. Le deuxième mot le plus utilisé, vous le voyez ici en bas, c'est le mot démocratie, 31 citations. Et puis République, 22 fois. Voilà, France, démocratie, République, Anne-Claire Ruel. On voit bien derrière ces mots-clés se dissimule, si on peut dire, l'intention de faire président, de prendre de la hauteur. Complètement, c'est un discours éminemment politique, cette fois-ci pour prendre de la hauteur sur des sujets régaliens, tout en mobilisant en fait aussi son électorat, c'est-à-dire la gauche, la démocratie. Voilà, qu'est-ce qui intéresse les gens de gauche, c'est justement de développer un peu cette idée de démocratie, tout en plantant quelques petites graines concernant son programme à venir. On le voit au fil du discours. Absolument. Sur la forme aussi, Nicolas Boudot, on voit un discours solennel. C'était pas une conférence de presse, c'était pas non plus une intervention télévisée. Ça, c'était important. Oui, c'est finalement un exercice un peu nouveau du quinquennat qu'on a connu quand il était candidat à la présidence de la République. Là, la question qui se pose, c'est de savoir à quel moment, finalement, il se déclarera candidat à l'élection présidentielle, parce que, vous l'avez souligné vous-même, c'est finalement une situation très ambiguë, très curieuse, parce qu'on se dit, et les commentateurs politiques toute la journée ont considéré que c'était un discours de candidat, alors même qu'il est dans un rôle de président sur un discours de lutte contre le terrorisme, discours dont d'ailleurs il est sorti plusieurs fois pour vraiment rentrer dans un registre de politique politicienne et de petites phrases. Donc fondamentalement, je sais bien qu'il y a un illustre prédécesseur de François Hollande disait qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. C'était François Mitterrand. Là, cette ambiguïté-là, elle était peut-être valable avant 1988. Dans le monde d'aujourd'hui, en 2016, compte tenu de la situation du pays, c'est nettement moins vrai. En termes de stratégie de com, Anne-Claire Ruel, l'entourage du président a fait monter un peu le désir autour de ce discours. Est-ce que ça n'est pas une façon de se tendre un piège à soi-même? Parce que forcément, il y a de la déception. Évidemment qu'il y a la déception. Il faut prendre en compte le public qui était face à lui, le public physique, j'entends. C'était un discours prononcé via une organisation et une manifestation organisée par Terra Nova. Et par un think tank de gauche et la Fondation Jean Jaurès. De gauche. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il essaie évidemment de mobiliser son propre camp. Oui. C'est déjà ça qu'il fait. Mais il évacue un petit peu vite évidemment cette question de bilan parce que ça fait écho aussi un peu au discours du Bourget. Évidemment qu'on a entendu d'autres relents comme ça un peu de gauche et son public a été notamment assez déçu. Donc il va falloir convaincre. Et je pense que l'exercice de communication s'arrête un peu là. Mais c'est vrai, non, il prend une place dans le discours politique. Donc l'exercice de communication consistait à se placer, pour faire simple, entre Montebourg et Macron. Et tous ceux qui sont à la droite de Macron et tous ceux peu nombreux qui sont à la gauche de Montebourg. Et donc, il a réussi à se replacer finalement sur l'échiquier politique. En cela, c'est plutôt une réussite. Parce que voilà, il montre à quel niveau de l'échiquier politique il se situe et à quel niveau sa candidature à venir, la candidature à sa propre succession, sur quel terrain elle pourrait se poser. En ça, c'est plutôt pas mal joué. Pour le reste, l'actualité, comme toujours, mangera ce discours comme elle a mangé les autres. On a regardé le discours du président avec une spécialiste du langage non-verbal. Elle s'appelle Élodie Mielzrak. Elle a bien observé les gestes, la voix du président aussi. Voici l'une des conclusions qu'elle en a tirées. Dans sa gestuelle, on voit qu'il est plutôt satisfait. Il y a ce sourire du début. Il y a le fait que
plus qu'à l'accoutumée, il se met dans cette position-là, c'est-à-dire qu'on voit plus le menton. Et ça, c'est vrai que c'est la position, je mets mon menton au-dessus de l'autre, c'est-à-dire que je suis en fierté quelque part, voilà, j'ai de la satisfaction, je suis là, j'occupe l'espace. Et ça, on n'avait pas du tout l'habitude de le voir fréquemment chez François Hollande. Et là, on sent que c'est un discours, effectivement, donc il y a une double lecture. Sur le terrorisme, bon, c'est une chose, mais si on est sur une lecture qui est une grille de pré-campagne, effectivement, là, on le sent à l'aise. Et donc, dans cette idée de je vais me présenter et j'ai de la matière à me présenter. Et cette idée-là est satisfaisante. Élodie Milzarek, interrogée par Héloïse Grégoire et Norbert Evangelista, d'accord avec ce diagnostic, Anne-Claire Ruel ? Oui, c'est vrai ce qui est dit. Je rejoins complètement Nicolas sur l'aspect se situer sur un territoire de communication, c'est ça qu'il a fait. Voilà, on voit les concurrents se positionner et lui, voilà, c'est ce qu'il fait. Il joue sur les deux registres, comme ça a été très bien dit, et il annonce un peu la suite de son programme. Alors, il a live-tweeté sur son compte personnel. Ça, c'est une première aussi. C'est un signe, évidemment, qui est très intéressant. On a vu tout à l'heure que le mot France était le plus employé. Il y a aussi eu sur Twitter ce hashtag « Nous sommes la France ». On l'a entendu tout à l'heure dans l'expression du président. On sent qu'il y a une espèce de besoin de se réapproprier un peu le concept France, si l'on peut dire, face à un autre représentant politique qui fait ça depuis quelques semaines pour préempter un peu le concept. C'est bien sûr Nicolas Sarkozy. Regardez les titres de ses 2 derniers livres. La France pour la vie. Et puis ensuite, il y a eu Tout pour la France. Et puis dans son discours le week-end dernier, la France, alors là, elle était cuisinée à toutes les sauces. On écoute Nicolas Sarkozy. J'ai la France en moi. C'est mon pays. C'est ma nature. Tout à la France. La France n'est jamais plus grande que quand on lui présente un grand idéal pour redresser la France. Que la France donne l'image de l'impuissance. Mais la France a toujours fait battre mon cœur. Je ne veux pas laisser se défaire la France. C'est pas rien, la France. La France, c'est le contraire de la normalité. La France, c'est la grandeur. La France, c'est pareil. La France, pour être heureuse, pour être sereine, pour être confiante, elle a besoin d'un grand idéal. On se croirait un peu Nicolas Boudot, vous savez, dans ces pubs où on martèle une marque pour que tout le monde s'en souvienne bien. Oui, non, on est toujours dans le même territoire, enfin dans la même idée du marquage du territoire de communication. Tout à l'heure, c'était un marquage de gauche avec François Hollande. Là, on est dans un marquage bonapartiste ou gaulo-bonapartiste, donc c'est complètement avec à chaque fois la France au centre. Normal. Il ne va pas mettre un autre pays, non là. Non, mais je trouve ça plutôt réussi. Plus spécifiquement, vous voyez, oui, mais tout on a bien vu quand même. Oui, parce qu'on est dans aussi une période un peu compliquée où la question de l'identité, je ne dis pas nationale, mais de l'identité en général se pose. L'opinion publique, justement, se pose des questions. Il y a eu un certain nombre de polémiques cet été. Donc, il est normal que, finalement, les hommes politiques, puis là, à droite, ils concourent quand même pour gagner la primaire dans son camp. Donc, c'est une thématique qui, normalement, est rassembleuse. Et donc, fondamentalement, non, c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal joué. Et il est, encore une fois, dans son territoire de communication, un peu bonapartiste. Au sens le plus récent du Vagramien, vous voulez dire. Non, oui. Nicolas Sarkozy. Wagram, ça a été une énorme boucherie, sans doute la bataille la plus sanglante de l'histoire napoléonienne d'ailleurs. Mais une victoire. Nicolas Sarkozy qui a eu un épisode compliqué à gérer en termes d'image cette semaine, évidemment, c'est celui de l'affaire Big Malion. Vous savez que le parquet a demandé son renvoi en correctionnel et on a vu l'acte 1 en termes de communication, les soldats, les fantassins, pour rester dans la métaphore napoléonienne, qui montent au front avec les éléments de langage en bandoulière. C'est avec stupéfaction que j'apprends qu'au mépris de toutes les règles de droit, le parquet de Paris requiert le renvoi du président Nicolas Sarkozy pour des faits pour lesquels il n'a pas été mis en examen. Cela démontre, s'il en était besoin, une nouvelle fois, l'acharnement, voire le mépris du respect du Code de procédure pénale. Nous sommes face à la poursuite de cette opération politique de harcèlement de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy répondra très clairement sur le terrain juridique, mais aussi sur le terrain politique, à ces attaques qui ne trompent personne. Il exprime bien entendu aujourd'hui plus que jamais sa sérénité.
Grand classique, Anne-Claire Ruel, en période de crise, on en voit comme ça les fantassins occuper le terrain. Toujours, et ça a toujours été une grande technique de Nicolas Sarkozy, peut-être plus qu'un autre homme politique à chaque fois, c'est qu'il fonctionne effectivement avec ses fantassins, qui ont d'ailleurs parfois plusieurs dominantes politiques aussi, des petites touches un peu différentes, ce qui lui permet, c'est ce qu'il dit, de rester un peu sur ses deux pieds à chaque fois, et donc il balance le même discours, justement un peu de victimisation aussi de Nicolas Sarkozy, il faut dire, c'est assez classique, somme toute. Nicolas Sarkozy qui est monté au front lui-même dans un second temps, et il a invoqué quoi ? La France évidemment, écoutez. Aucune polémique, aucune manœuvre, aucune manipulation, aussi honteuse soit-elle, ne me détournera d'un centimètre de ma volonté absolue de construire avec vous une alternance forte, une alternance franche, une alternance perceptible par tous les Français. Elle est intéressante cette image, Nicolas Boudou, avec les militants derrière, il y a de la gravité, mais il a l'air assez détendu. Oui, sous-entendu, j'ai un soutien. Pour un bonapartiste, c'est normal d'envoyer ses maréchaux au front premier. En fait, s'il est aussi détendu, c'est parce qu'il a des raisons de l'être. Tout simplement parce que ce renvoi en correctionnel demandé par le parquet arrive en même temps que le procès Cahuzac. Et puis il y a eu tellement d'épisodes précédents judiciaires pour lesquels il a été blanchi que finalement on se dit, d'une part, c'en est un de plus qui finira de la même façon, et puis les gens vont oublier. Et puis, deuxièmement, il peut amener, compte tenu du calendrier, justement avec ce procès Cahuzac en même temps, il peut plaider le fait que ce soit un acharnement du parquet qui dépend. Et ça, son cœur de cible, ça lui plaît plutôt. Et ça lui plaît plutôt. En tout cas, c'est un argument qui peut passer à ce moment-là. Il n'aurait pas pu passer il y a 3 mois. Dans 3 mois, il aurait peut-être été plus compliqué de se défendre sur une telle situation. Là, fondamentalement, évidemment, un renvoi en correctionnel demandé, c'est pas forcément formidable sur le CV d'un candidat à l'élection présidentielle, mais là, à ce moment-là, au moment du procès Cahuzac, finalement, je ne vais pas dire que ça le sert, mais ça le dessert moins qu'à un autre moment de la vie politique. Et les médias, de toute façon, sont passés très vite à autre chose. Comme toujours. Et comme toujours, exactement. Et notamment à quoi ? Aux nouvelles iPhone, figurez-vous. Alors chez Apple, évidemment, ce sont les papes de la com, une société capable de vendre 1 milliard de téléphones à pratiquement 1 000 €. C'est vrai qu'il faut être assez fort. Le keynote, comme on dit, de présentation, c'était hier avec le PDG superstar. Regardez son arrivée, c'est une personnalité de la télé anglaise qui l'a emmené en voiture. Il s'appelle James Corbyn. Le principe de l'émission de James Corbyn, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est de chanter en voiture avec ses invités. Ça donne ça avec Tim Cook. Alabama. All right, here we are. Have a great one. Thanks, James. All right, remember everything I said. Confidence, couple of jokes. Get out of there. Thanks for these. I'm rooting for you. Here we go. Tim Cook, ladies and gentlemen. Woo! Good morning. Good morning. Thank you. C'est un bon coach de com, James Corbyn, Anne-Claire Ruel, sauf qu'en fait, c'était pas si fun que ça, la présentation. Il n'y avait pas beaucoup d'humour. Alors, je pensais que ça allait être trollé par la Commission européenne sur Internet, et ça ne l'a pas été, j'étais un petit peu déçue. Allusion à l'amende, évidemment, infligée par l'Europe. Mais Tim Cook, il a réussi quand même quelque chose d'assez phénoménal, c'est qu'on avait tous en tête Steve Jobs. Voilà, c'était vraiment un gourou de la com, justement, avec son col roulé noir, son jean, ses présentations, axe innovation, etc. Ses discours hyper construits et emplis de storytelling, justement, raconter une histoire à chaque fois, la grande histoire d'Apple et puis sa petite histoire à lui, et lier les deux. Et Tim Cook, il arrive finalement, au bout d'un quinquennat, parce qu'on peut dire que c'est comme un homme politique, finalement, c'est un leader d'opinion, mais il a fait un quinquennat. Il a réussi à imposer aussi sa marque. Il a réussi, en montrant un peu de pragmatisme aussi, à imposer ses idées. Et ses idées, parfois, on voit, limite politique, vu les messages qu'il peut envoyer actuellement avec le bras de fer, justement, avec Bruxelles, entre Bruxelles et Washington. C'est quelqu'un qui s'est imposé sur la scène internationale, qui a fait son coming out aussi. C'est quand même assez rare pour un chef d'entreprise. Ouais. Et donc, il s'inscrit dans cette espèce de nouveau panorama général des leaders d'opinion. Ça n'a pas pris un petit coup de vieux quand même, les keynote version Apple, Nicolas Boudou ?
Non, en France, qui serait capable, quel dirigeant d'entreprise pourrait faire ce qu'a fait Tim Cook hier, arriver comme ça en chantant Maurice Lévy, parfois, fait ce genre de choses, notamment pour sa carte de vœux. Pour ses vœux, mais c'est formidable, les cartes de vœux de Maurice Lévy, mais ça n'a pas ce niveau-là, cette implication mondiale-là, ni ce retentissement mondial. Franchement, c'est assez génial. Donc, peut-être que ça a pris un petit coup de vieux parce que c'est la répétition et que nous sommes blasés, que nous nous lassons vite de tout. Mais franchement, c'est quand même hyper réussi. Et puis la preuve, c'est que l'iPhone 7, dont vous disiez tout à l'heure qu'il allait coûter plus de 1 000 €, ils vont quand même en vendre 1 milliard. Et puis tous les geeks, les journalistes spécialisés dans l'ultra-tech étaient évidemment présents à San Francisco, avides de cette présentation. C'est le cas de Cédric Ingrand pour LCI qui était à San Francisco. Il va nous dire comment Apple gère sa com de là-bas et quel accueil a été réservé à cette keynote. Cédric Ingrand depuis San Francisco. Bonjour Julien, bonjour à tous, bienvenue à San Francisco où ici même il y a quelques heures dans ce bâtiment, dans le Bill Graham Civic Auditorium, Apple a tenu ce que l'on pourrait appeler sa conférence de rentrée, l'occasion pour nous de mettre la main sur les nouveaux iPhones qui sortiront la semaine prochaine, mais surtout l'occasion de se parler de la communication d'Apple, un animal très particulier dans le paysage et pour cause, si je devais résumer sa philosophie, elle serait simple, ici seul le produit communique. Du coup, Apple, et ça ne date pas d'hier, ça date même de Steve Jobs, a depuis longtemps concentré sa communication sur ses conférences de presse qu'elle appelle ses keynotes, des keynotes écrites pendant des mois, répétées sur scène pendant des semaines et pour cause ce sera sa seule fenêtre de communication. Inutile d'essayer de demander une interview après cela, inutile d'essayer de faire un reportage chez Apple, tout cela ne servirait à rien. Tout le message, toutes les informations ont été délivrées sur scène par Tim Cook et par ses lieutenants. Tout ce qui se passerait après ne ferait que dénaturer le message. Du coup, ça explique que des centaines de journalistes soient à l'intérieur du bâtiment en train de tester les nouveaux matériels, ça explique que nos confrères des télés du monde entier soient en train de faire des duplex. Bref, Apple arrive à concentrer sa communication dans le temps et l'espace, un vrai rêve de communicant qui a quand même quelques limites. Par exemple, celui de la communication de crise. Quand un appareil bug, quand Apple, comme ces dernières semaines, se retrouve face à la Commission européenne pour des histoires de fiscalité irlandaise, là, le message se grippe forcément un petit peu. Chez Apple, on déteste être réactif. La marque n'est finalement la meilleure que quand elle maîtrise le scénario de bout en bout. Anne Caruel, vous en parliez de cette amende de la part de Bruxelles. Ça abîme l'image d'Apple un peu quand même ? Ça abîme. La preuve, c'est qu'ils ont déployé une communication de crise. Qu'est-ce qu'a fait Tim Cook, justement ? Il a publié un message, traduit dans plusieurs langues, à destination de la communauté, déjà le terme est intéressant, des membres d'Apple, des fans d'Apple. Ça, c'est une technique qu'on utilise en règle générale quand on est attaqué par une entreprise est attaquée, elle fait quoi ? Elle crée un blog. Alors là, c'est pas un blog, c'est un message, mais de la même façon, pour réagir, c'est ce que disait votre journaliste, un peu plus à froid, avec son propre message, pour qu'il soit diffusé sans qu'il y ait de contradiction. C'est un peu une com totalitaire quand même. Un petit peu. Parce que c'est Apple. C'est la puissance de la marque qui lui permet d'avoir cette communication finalement extrêmement distante. C'est un rêve de communicant, comme l'a dit le journaliste à l'instant, mais parce que c'est Apple. Il y a assez peu d'entreprises au monde qui peuvent avoir cette capacité de rester extrêmement distants et de laisser finalement leurs appareils parler pour eux et faire leur communication. Et même en communication de crise, ça peut fonctionner parce que la puissance de la marque est telle qu'ils peuvent se permettre de gagner du temps. En communication de crise, on court toujours après le temps, de gagner du temps et d'avoir une communication à minima qui finit par fonctionner ou pas. Ça, on verra ce que dira la justice européenne si elle est saisie. Allez, on éteint l'ordinateur. Merci beaucoup à tous les deux. Comme toujours, c'est fini. Mais vous restez avec nous parce que le grand soir politique, ça continue avec l'actu tout de suite.